C'est un problème tout à fait fondamental. On ne combat pas efficacement, on ne prévient pas, on ne réprime pas un ennemi quelconque tant qu'on ne l'a pas compris. Et le fait de comprendre passe avant tout le reste. C'est évidemment ce qui se passe dans le monde médical. On commence par faire un diagnostic et après ça, on donne un traitement et non pas l'inverse, à l'aveuglette. On commence par faire un diagnostic et faire un diagnostic, c'est comprendre ce qui se passe dans le corps du patient. Eh bien, le diagnostic criminologique, c'est pareil, ça consiste à comprendre ce qui se passe de criminel à l'intérieur du corps social. Ce qui s'est passé en matière de terrorisme depuis un demi-siècle est tout à fait extraordinaire. Il y a eu différents actes de terrorisme, il y a différents types de terrorisme, mais principalement une chose à retenir, il y avait la guerre froide, après ça il y a eu une espèce de désordre mondial qui s'est instauré, et entre la fin de la guerre froide et le début du désordre mondial, le terrorisme a complètement changé. Toutes les formes antérieures, souvenez-vous, les Brigades Rouges, la Fraction Armée Rouge, Action Directe, les terroristes palestiniens, Abu Nidal, tout ça a disparu à la fin de la guerre froide. C'était le terrorisme d'un monde aboli. Et une nouvelle forme de terrorisme est arrivée dans les années 90, celle d'une des formes les plus radicales et les plus fanatiques de l'islam, qui s'appelle le salafisme. Cela remonte à l'année 1979. En 1979, peu avant, 10 ans en termes historiques, qu'est-ce que c'est? Peu avant la chute du mur de Berlin, il s'est produit dans le monde musulman 3 phénomènes simultanés coup par coup qui ont fait partir en vrille un certain nombre d'individus déjà les plus radicaux à l'intérieur de l'islam et qui les ont persuadés que l'islam était en danger de mort et qu'il fallait prendre les armes pour le défendre. Quels sont ces 3 événements de l'année 1979 qui ont précipité la frange la plus radicale de l'islam, qui existait depuis des décennies, mais qui était dans les mosquées, qui n'en sortait pas beaucoup, qui n'avaient pas pris les armes. Ces 3 événements sont d'abord la révolution islamique en Iran. Certes, c'est une révolution faite par des musulmans chiites, donc minoritaires, mais quand même c'est une révolution islamique. Il y a des gens qui ont pris les armes et qui ont pris le pouvoir au nom de l'islam. Deuxièmement, l'insurrection de tribus radicalisées en Arabie saoudite dans l'été et le fait qu'ils conquièrent la Mecque et qu'ils s'emparent de la mosquée du prophète à la Mecque, c'est-à-dire le cœur du réacteur nucléaire de l'islam. Et après ça, il faudra que des non-musulmans, que des gendarmes français viennent les extirper donc à grand-peine de la mosquée sacrée du prophète à la Mecque. Et troisièmement, la conquête d'un pays musulman, l'Afghanistan, à la fin de l'année 1979, par un État athée et communiste, par l'Union soviétique. Donc l'accumulation des chocs a poussé un certain nombre de musulmans à envisager que l'islam était en péril de mort et qu'il fallait le défendre. Je vais vite, Bin Laden et les attentats anti-américains. Voilà, ça c'est le terrorisme du début fin du XXe siècle et début du XXIe siècle. Et puis à un moment donné, le choc du 11 septembre provoque un choc en retour énorme, la planète entière se mobilise sur ce nouveau terrorisme qui n'avait plus rien à voir avec le précédent. Songez que, par exemple, les Brigades Rouges en Italie, c'était pas rien. À un moment donné, il y avait 1500 militants des Brigades Rouges dans les prisons italiennes. C'est pas notre petite action directe avec ces 12 crétins là qui étaient cachés dans des caves. C'était quelque chose de beaucoup plus important. Mais cependant, c'était des terroristes italiens qui tuaient des magistrats italiens, qui publiaient des communiqués italiens où ils disaient en langue italienne pourquoi ils avaient tué d'autres Italiens. Regardez l'organisation de Bin Laden, Al-Qaïda, au bout de 3 ans de répression, après les premiers attentats en 1998 qui visent les ambassades américaines à Dar es Salaam et puis au Kenya et puis en Tanzanie, vous avez déjà à l'époque dans cette organisation des individus provenant d'à peu près 80 pays différents et à l'œuvre, implantés, présents, clandestins ou ouvertement, dans plus de 60 pays du monde. À la fin de la guerre froide, le terrorisme s'est mondialisé. C'est ça le plus important. Et encore, les années passent, Bin Laden est tué, nous voilà vers 2010,
et à la fin, une autre révolution se produit. Les grands seigneurs du salafisme, les chevaliers blancs à la Bin Laden disparaissent et apparaît une nouvelle génération de terroristes. On la voit à l'œuvre à Toulouse avec Mohamed Merah à partir de l'année 2012. Et là, ce ne sont plus les grands seigneurs du salafisme, ce sont des petites racailles de cités réislamisées, fanatisées et qui passent à l'acte. Eh bien, d'abord à Toulouse et à Montauban, avec la tuerie notamment de l'école juive de Toulouse. Et à partir de ce moment-là, il est clair que le terrorisme a changé. Il est clair qu'il ne faut plus regarder à l'horizon ce qui se passe en Irak ou en Syrie. Il faut regarder au pied de nos cités. Et ce tournant-là, le renseignement intérieur français ne le prend pas, ne sait pas le prendre, ne veut pas le prendre. Et ça va provoquer les chocs en retour, ça va provoquer les frères Kouachi, ça va provoquer les frères Abdeslam, ça va provoquer le Bataclan, ça va provoquer la tuerie à Zaventem à l'aéroport de Bruxelles, et ça va provoquer tous les actes sanglants qui ont valu à la France de subir les actes les plus sanglants de son histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Plus récemment encore, des actes analogues ont été commis, par exemple, à Barcelone et en Catalogne. Voilà donc la mutation du terroriste. Voilà ce qui s'est produit entre, en gros, 1979 et puis 2018. Et le terrorisme d'aujourd'hui n'a plus rien à voir du tout avec ce qu'il était hier. Pour l'Union européenne, avant le Brexit, c'est 28 pays. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, sur les 28 pays de l'Union européenne, 24 sur 28, c'est-à-dire 24 pays sur les 28 de l'Union européenne dans sa forme actuelle, sont hors terrorisme, n'ont plus d'actes de terrorisme depuis pratiquement une décennie. C'est-à-dire depuis 2009, dans des tas de pays de l'Union européenne, il n'y a plus du tout d'actes de terrorisme. Vous savez ce qu'on dit d'une épidémie. On dit par exemple que la variole est éradiquée dans un pays quand il n'y a pas eu un cas connu depuis 5 ans. Eh bien là maintenant, vous avez 24 des 28 pays de l'Union européenne dans lesquels il n'y a plus d'actes de terrorisme depuis pratiquement 10 ans. Quels sont les pays de l'Union européenne où il y a encore des actes de terrorisme? Ce sont les pays d'Europe du Sud, c'est-à-dire l'Italie, la France et l'Espagne, plus un tout petit bout de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que si on prend la France de 2005-2006, il y avait à l'époque, pour toute l'Union européenne, à peu près 600 à 700 attentats. C'est Europol qui fait la collecte des attentats, donc qui collecte les attentats entrepris et les attentats réussis. Qu'on ait trouvé la bombe le long d'un mur ou qu'elle ait explosé, il y a toujours désir et volonté d'un attentat, donc c'est comptabilisé ensemble. Entre 2005 et 2006, ça fait à peu près 600 à 700 actes par an. Depuis 2009-2010, c'est tombé à une centaine par an, et la plupart de ces attentats sont commis en Grande-Bretagne et en France sur 2 microscopiques parties du territoire, en Irlande du Nord et en Corse. Pour le reste du continent, vous avez une forte diminution du terrorisme, y compris même des attentats sanglants du type du Bataclan, etc. Mais en comptant en nombre d'attentats, la quantité a beaucoup diminué. Donc aujourd'hui, il y a une menace terroriste dans certains pays de l'Union européenne. Nous faisons bien de nous protéger parce que la volonté de certains terroristes est encore très forte d'accomplir d'autres attentats, mais année après année, ce nombre diminue. Il y a des tentatives d'attentats. Ces tentatives ne réussissent pas toujours, mais ces tentatives sont issues généralement de la zone Irak-Syrie et visent les pays comme la Grande-Bretagne, comme la France, qui sont actifs dans la coalition engagée contre l'État islamique, lui-même opérant dans des conditions plus difficiles que naguère entre la Syrie et l'Irak. Donc, sont menacés les pays qui ont une activité au Moyen-Orient. Dans les années 80 et 90, il y avait des attentats en France. C'était lié
à la guerre civile du Liban ou c'était lié à la guerre entre l'Irak et l'Iran. Donc toujours, il y a eu une relation entre les formes extérieures de terrorisme venant frapper en France pour se venger du fait, par exemple, que la France était alliée avec Saddam Hussein contre la République islamique d'Iran, ou qui étaient des actes réfléchissant une situation moyen-orientale dans laquelle nous avions mis les pieds. Et on était contraint de le faire parce que traditionnellement la France est la protectrice du Liban depuis des siècles, depuis François Ier ou quelque chose comme ça, mais à partir du moment où il y a une guerre civile au Liban, naturellement, on est embringué là-dedans et des fois il y a des bombes dans les rues de Paris de ce fait. Donc voilà pourquoi certains pays comme la France sont plus ciblés que d'autres. Alors en matière de terrorisme maintenant, quelle menace et pourquoi et qu'est-ce qu'on y fait ? La volonté de l'État islamique de frapper la France est encore très forte. Il y a toujours des films, des vidéos de propagande de l'État islamique où on voit la tour Eiffel, enfin des signes clairs qui montrent qu'ils n'ont pas renoncé à nous faire mal. Maintenant, ils n'y arrivent plus depuis un certain nombre de mois. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'en gros, depuis l'été 2017, les terroristes ou les gens voulant passer au terrorisme étaient arrêtés, étaient mis hors d'état de nuire avant d'avoir pu passer à l'acte. Qu'est-ce que c'est que l'antiterrorisme ? L'antiterrorisme, c'est l'art et la manière d'éviter les bains de sang, c'est-à-dire d'arrêter les gens avant qu'ils aient pu naturellement commettre un massacre. Alors, ces massacres, on a vu, on a eu le Bataclan, il y a eu des actes comme ça, et des actes de cette nature. Maintenant, la France sait à peu près bien arrêter les individus avant qu'ils ne commettent des actes de cette nature. C'est-à-dire que le format Bataclan comme attentat est devenu très difficile à réaliser dans la France de 2018. Cela ne nous met pas à 100% à l'abri si, quelque part au fin fond du Moyen-Orient, des terroristes arrivent à inventer quelque chose d'indétectable dans l'état actuel de notre connaissance des formes de terrorisme qu'on connaît, ils arriveront peut-être encore à frapper la France, mais à chaque fois, l'étau se referme un peu sur eux et à chaque fois, c'est un peu plus difficile. Alors, pourquoi cela va-t-il mieux en matière de terrorisme en France ? Pourquoi arrête-t-on plus souvent les terroristes et maintenant même pratiquement à chaque coup avant qu'ils ne passent à l'acte ? Parce que l'appareil antiterroriste a été réformé et profondément transformé par le haut. Souvenons-nous, il y avait la France du président Sarkozy et puis le président Hollande est arrivé et il y a eu des attentats à partir de 2012, c'est-à-dire les premiers attentats de Mohamed Merah, c'est au moment où il y a le passage du relais entre le président Sarkozy et le président Hollande. Donc dès le début, il va y avoir des attentats dans la France de Hollande. Le président Hollande et les différents gouvernements n'ont rien fait en matière de lutte antiterroriste, absolument rien. Ils ont voté des lois hors sol, qui ne touchaient pas dans la réalité des choses. Ils ont pleuré sur des cercueils, ils ont étreint des familles douloureuses, ils ont fait faire des défilés, mais l'appareil antiterroriste tel qu'il était au moment du départ du président Sarkozy, il est resté intact avec les mêmes individus, malgré tous leurs échecs, malgré Mohamed Merah, malgré les frères Kouachi, malgré Koulibaly 1, 2, 3, 4, et jusqu'au Bataclan. L'appareil de renseignement et l'appareil antiterroriste français n'a absolument pas été réformé durant la présidence Hollande. Les médias avaient l'air assez enthousiastes d'un ministre de l'Intérieur qui s'appelait M. Cazeneuve. M. Cazeneuve n'a rien fait. La seule chose, la coordination antiterroriste au ministère de l'Intérieur qui s'appelait l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, comptait 22 services différents quand M. Cazeneuve est arrivé. À la fin, il y en avait 24, donc c'était une structure où tout le monde se grimpait les uns sur les autres, essayait de se piquer les informations. C'était le capharnaüm le plus total. Et encore par là-dessus, M. Cazeneuve avait rajouté un état-major opérationnel antiterroriste, EMOPT, dont
les membres de l'état-major eux-mêmes venaient nous demander à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, etc. Tout ça était lamentable. Le président Macron est arrivé et il a mis fin à la bagarre. Il a créé un état-major opérationnel à la présidence de la République, symboliquement, près de son propre bureau, et là-dedans, il a mis un préfet à poigne et quelques grands experts du terrorisme qui désormais coordonnent l'ensemble du travail de tous les services. Le travail opérationnel, ce sont les services antiterroristes, mais il y a une coordination. Pour ceux qui nous regardent et qui aiment le rugby, ils savent quel est le secret du rugby. Il ne faut pas laisser tomber le ballon. Il faut que les balles passent et le plus rapidement possible d'un joueur à l'autre. Et bien voilà, l'antiterroriste est pareil. Il ne faut pas laisser tomber le ballon. La rapidité de la transmission des informations, le fait qu'il y ait un état-major et qu'il y ait un chef d'état-major et qu'il y ait un chef d'orchestre qui coordonne le tout est décisif. Et cette bien meilleure coordination de services qui étaient bons naguère. Ils étaient bons, mais chacun jouait perso dans son coin. Depuis qu'il y a une coordination, depuis qu'il y a un esprit d'équipe, eh bien on arrête les terroristes avant qu'ils passent à l'acte. Tout le secret de la lutte antiterroriste est là. Il faut arrêter les gens avant qu'ils fassent couler le sang. Et maintenant, du fait de cette coordination, on y arrive bien mieux qu'avant.